Vous avez l'habitude, mais je vous dis pour le Oui. micro, c'est des micros assez directionnels, donc vous restez toujours avec le micro. Pas comme... Tu colles bien ta bouche. Ouais, tu colles la bouche parce que voilà. Si tu fais comme ça, on n'entend plus rien. Léonie Pernet. Vous voulez pas vous mettre là? Ah, merci. Bon. Il y a des places sur les genoux. Ces fauteuils, c'est en mode. Sur mode spinning, mode. C'est dur d'être installé de manière. Alors. Tu peux complètement dire Mina. Non, mais moi, Mina, Ah oui, 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 je pense que tu peux. Bonjour Delphine. Vous pouvez avoir des notes pour parce que je fais. Alors, attends. Bonjour. Bonjour. Ça fait partie de la performance. C'est bon? Bonjour. Bonsoir. 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 Alors, je me présente, je m'appelle Alice Pfeiffer et je suis réunie de 3 sorcières, je crois que j'ai le droit de le dire, pour parler aujourd'hui de sorcellerie, de son poids politique, féministe et queer. Et peut-être que vous pouvez vous présenter pour commencer. Je commence ? Ouais. D'accord. Alors moi, c'est Mathilde. Je vais essayer dans un premier temps de définir mon féminisme. Donc, je suis dans une démarche pro-choix, pro-sexe, dans un féminisme inclusif. J'essaye d'avoir une démarche intersectionnelle, donc d'aborder les questions de racisme, d'homophobie, de transphobie, de validisme, etc. Et je m'identifie Gwyn, donc dans la démarche de réappropriation de l'insulte, femme, lesbienne féministe et sorcière. Voilà. Albertine, je suis étudiante, j'ai étudié en philosophie, en théorie politique et maintenant en humanité numérique. Et mes recherches portent surtout sur les identités de genre et Internet, et plus particulièrement les dynamiques d'identification oppressive sur les réseaux sociaux à but lucratif. Bonjour, donc je m'appelle Camille, je suis plasticienne, je suis réalisatrice et féministe et je deviens sorcière. Enchantée. Je pensais qu'on pouvait commencer par une citation que vous connaissez sûrement, mais moi qui me fait énormément rire. C'est un politicien conservateur qui s'appelle Pat Robertson, qui en 92 se battait contre l'égalité homme-femme, et qui a dit « Le féminisme encourage les femmes à quitter leur mari, tuer leurs enfants, pratiquer la sorcellerie et devenir lesbiennes. » Bon, alors comment la sorcellerie est arrivée dans toute cette frayeur de tout ce qu'on pourrait faire au patriarcat, selon vous? Alors, moi, c'est vrai que je pense que la figure de la sorcière, et c'est un peu ce qui va être lieu de croisement entre nous pendant ces prochaines minutes, incarne la mauvaise femme par excellence, la femme dangereuse de l'histoire. Donc, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de chasse aux sorcières dans un contexte aussi politique. Et là, on voit bien comment c'est réactualisé par Trump, parce que c'est tellement évident de voir comment lui, il est dans une chasse aux minorités et aux sorcières. Donc je pense que ce terme-là, il a toujours eu son pouvoir, sa dangerosité depuis que ça a traversé les temps, en fait. Donc que ça ne m'étonne pas du tout en fait, qu'ils fassent comme ça état en mélangeant des pratiques subversives avec la sorcellerie. Mais ça reste dans un fantasme en fait, dans l'univers masculin, je pense, et patriarcal, cette idée de la sorcière maléfique qui couche avec le diable, qui fait des rituels en pleine nuit avec d'autres femmes, on ne sait pas ce qu'elles font. Là,
toujours dans cette idée de fantasmer les pratiques des femmes. Parce que quand il dit tuer leurs enfants, je pense qu'il fait appel à l'avortement et à la contraception. Donc c'est l'idée quoi d'une femme qui sort d'une logique nataliste. Ce serait une femme qui sort d'un ordre reproductif. Oui, c'est la femme qui fait peur en fait. Et c'est tellement gros en fait. Enfin, je sais même pas s'il l'a dit sérieusement finalement, mais c'est tellement énorme que ça a été tout de suite repris par les féministes de façon ironique. Presque fière, non? Oui, c'est ça. Mais la chasse aux sorcières, en fait, ça a toujours. C'est une expression qui est devenue une expression courante quand on parle de l'abus d'une autorité envers une minorité qui a été diabolisée. Et là, c'est exactement ça qui se passe en fait avec Pat Robertson. Voilà. Parce que historiquement, et dans toutes les religions, la femme ou le corps de la femme a toujours été diabolisé. La femme qui a ses règles est diabolique, la femme qui n'enfante pas, la femme qui... Et d'où, à quel moment il y a eu un glissement que c'est passé de naturellement diabolique à la figure de la sorcière? On voit Lilith, on voit Jézabel, on voit Valkyrie. Est-ce que vous avez comme ça, il y a des figures un peu clés ou... Après, historiquement, je pense qu'il y a c'est toute une tradition anti-cléricale et aussi anti-hégémonique. Et au-delà des figures très cauchemardesques de Lilith, comme tu parles, je pense que ça s'inscrit dans une tradition de résistance à l'autorité. Et la magie, c'est aussi une forme justement d'improduction et de pouvoir rêver à... Enfin, la magie, c'est aussi le fait de faire advenir un rêve et quelque chose qui n'existe pas et de sortir du cadre. du cadre donc, politique et justement c'est ce qui fait le plus peur dans les films d'horreur ou tout ça, c'est de sortir de la norme et de quelque chose qui a été déjà préconstruit et préétabli et donc de penser à une fuite de la réalité. Non, mais peut-être que là, juste avant qu'on parte dans des directions peut-être comme ça, peut-être de revenir aussi un petit peu à ce que ça peut faire écho en fait. Qu'est-ce que c'est de se définir sorcière? Parce que du coup on se présente et chacune on dit qu'on est sorcière, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de se dire sorcière? Et je pense qu'il y a autant de sorcières que de manières de s'approprier cette histoire. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a trois choses qui me tiennent à cœur par rapport à ça. Il y a à la fois l'idée de se mettre en connexion avec cette histoire, avec ce trauma culturel majeur qui est donc les sorcières brûlées, qui est en fait un fait historique très important et qui est très peu étudié, qui est très méconnu, dont on a très peu de traces. Et en plus, les traces qu'on a, c'est des traces des hommes et des inquisiteurs qui ont écrit les procès. Et donc, on n'a même pas les paroles de ces femmes, ce qui leur est arrivé, les pratiques qu'elles avaient, les savoirs qu'elles avaient, tout ça a été perdu dans le temps. Donc, je trouve que c'est une perte terrible, en fait, pour l'histoire générale, l'histoire des hommes et des femmes, qu'on ait été dépossédés de ces savoirs qu'on avait, des savoirs liés à la nature, liés au corps, effectivement liés à l'avortement, liés à la médecine, liés à la sexualité. Et donc en fait, on a un peu perdu tous ces savoir-faire au profit d'une médecine qui s'est tournée vers la technicité et qui a donc éliminé en fait tout ce qui était empirique et tout ce qui était de l'expérience des guérisseuses de l'époque. Il y a d'ailleurs un livre qui raconte très très bien ça, Sorcières, sages-femmes et infirmières, qui raconte bien du coup cette dépossession. Donc je pense que se sentir sorcière, c'est nécessairement se sentir un peu connecté à cette histoire-là. Et donc ça, c'est une première chose. Après, c'est pas tout récent. Là, on en parle ce soir, mais déjà dans les années 70, il y avait cette revue Sorcière donc de Xavier Gauthier, qui était une revue littéraire et artistique, donc qui déjà... et d'ailleurs, l'art s'est beaucoup intéressé à la sorcière, et c'est intéressant de voir ces ponts-là aussi. Donc du coup, je pense que c'est pas tout nouveau. Il y a eu les années 70, après, ça s'est un petit peu calmé. Et là, ça revient sous un peu un double angle, à la fois l'angle politique et l'angle plus spirituel et les croisements qu'il y a entre les deux. Donc voilà, pour moi, juste pour revenir sur un peu comment on se sent sorcière, il y a à la fois se connecter à cette mémoire, à cet héritage, il y a à la fois dans le fait d'être dans des pratiques subversives, d'être queer, d'avoir le désir comme ça de comprendre le système hétéro, blanc, patriarcal dans lequel on navigue, donc essayer de le décrypter, essayer de le déconstruire, voilà, ce qui n'est pas une évidence en soi.
Et puis après, il y a aussi le fait d'à la fois être anticlérical, mais aussi de pouvoir se reconnecter à sa manière à des formes de spiritualité. Donc voilà, et ça, j'ai l'impression que ça s'entend un peu plus aujourd'hui, mais il y a 5 ou 10 ans, c'était très tabou dans le milieu féministe, par exemple, de parler de ces pratiques liées aux arts divinatoires, liées au voyage astral, liées, moi, voilà, j'ai une passion pour les elfes, par exemple. Chaque fois, je suscite le rire d'une assemblée. Mais parce que, voilà, en fait, pour moi, c'est les minorités invisibles numéro 1, les entités, le petit peuple et toutes les énergies, entités qu'il y a parmi nous et qu'on ne voit pas là aujourd'hui, mais qui devraient être reconnues et devraient se reconnecter avec. Donc voilà, je pense que ça peut être tabou. Et puis d'autre part, c'est aussi assez tabou dans des pratiques spirituelles d'invoquer des motifs sociaux, écolos, politiques. Par exemple, je connais peu de groupes en France spirituels qui méditent pour les queers, les trans de la planète, ou qui font des rituels pour essayer d'exorciser tous les débats qu'il y a autour du harcèlement sexuel en ce moment, par exemple. Je pense qu'on en aurait bien besoin, et que ça passe pas que par des pratiques liées au monde rationnel et tangible. Ça peut aussi passer par un travail collectif de danse, de chant, spiritualité. Voilà, ça c'est un peu pour dire comment moi je suis traversée par tout ça. Et vous, comment est-ce que vous définiriez votre identité sorcière, chacune ? Oula, mais j'allais rebondir sur ce que Camille disait. En fait, je trouvais que ça s'était un peu désamorcé, cette séparation entre le politique et la sorcellerie avec le mouvement Witch aux États-Unis. Enfin, je trouve qu'à partir du moment où elles ont lancé un rituel anti-Trump, elles ont appelé toutes les sorcières du monde entier à faire ce rituel. Et ça a été d'ailleurs relayé par Lana Del Rey. C'était l'année dernière. C'était le 23 février de l'année dernière. C'est ça. C'était d'ailleurs très conjoint avec les événements de Standing Rock. Donc c'est cette réserve indienne du Lakota, enfin Lakota du Dakota, oui. Pas facile à dire, mais voilà, qui a donc été expulsée. Ils ont dû brûler leur campement parce qu'il y a des pipelines et des trucs qui se mettaient en place. Et c'est intéressant de voir en quoi justement le côté intersectionnel, c'est aussi que ces luttes-là sont tout le temps liées. C'est vraiment relié. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé, mais non, Witch, peut-être tu peux expliquer un peu ce que c'est, parce que le mouvement Witch comme ça vous parle, le mouvement Witch là, vous connaissez ? Alors le mouvement Witch, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis d'abord dans les années 70 et qui n'a pas fait énormément de bruit à ce moment-là. Je ne sais plus exactement la définition, je ne sais pas si tu vois Women... Ouais, Conspiracy... International for Witchcraft. Je sais plus, ouais. On va retrouver ça, il faut retrouver ça. Donc là, ça a été repris aux États-Unis. Il y a eu tout un mouvement de sorcières, en fait, anonymes, donc qui se revendiquent du féminisme intersectionnel, donc avec tout ce que j'ai abordé tout à l'heure, qui s'organisent pour faire des sortes de rituels. Là, en l'occurrence, elles se sont réunies autour de la Trump Tower en se donnant les mains, en allumant des bougies, pour lancer un sort à Trump pour qu'il tombe, en fait. Et elles ont appelé donc toutes les féministes à acheter des bougies oranges pour représenter Trump. Donc il y avait une dimension ironique aussi, et à jeter ce sort à Trump tout ensemble à la même heure, le même soir, etc. Mais ce qui est amusant en fait dans cette démarche, c'est que ça a fait peur réellement en fait aux ultranationalistes et aux chrétiens, parce que dans certains journaux chrétiens, ils ont appelé à faire des prières pour contrer le sort des sorcières. Donc voilà, ça devient une guerre spirituelle. Voilà, ça a un impact, quoi. Alors j'ai retrouvé le terme, c'est Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Voilà, c'est ça. C'est ça, collectif Witch. Et il y a autre chose aussi, c'est que c'est des organisations qui se veulent pas, et Mathilde, tu m'avais d'ailleurs corrigé, qui se veulent absolument pas pacifistes. Alors quelle place joue l'offensive, la violence, l'idée de retourner, je pense particulièrement au texte Défendre d'Elsa Dorlin qui est sorti récemment. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a d'un féminisme qui se revendique d'une certaine violence revendicatrice ? Alors ces groupes-là se revendiquent pas pacifistes à ma connaissance, mais après il y a 1000 façons de lutter et 1000 façons de se dire sorcière. Ça vraiment. Après, moi, de mon point de vue, je suis pas pacifiste. Enfin, je me sens pas pacifiste en adoptant cette identité-là.
Et effectivement, ces groupes-là sont plutôt des groupes, on va dire, activistes, anarchistes, etc., et qui font des actions... pardon. Après, il y a aussi la manière de s'envisager sorcière côté plutôt néo-païen, justement un peu dans la lignée donc, de cette sorcière écoféministe Starhawk californienne, où là on est plus dans l'action directe non violente. Donc en fait, on peut être dans l'action directe non violente quand par exemple on va bloquer une centrale nucléaire, on va bloquer quelque chose qui va on va faire un blocus, mais ça va se faire sous la forme d'un cercle, d'une danse, d'un chant. Donc en soi, on n'est pas dans une pratique, on est dans de l'action directe parce que c'est avec nos corps qu'on s'impose et qu'on fait barrage, mais en même temps, on n'est pas non plus dans quelque chose de violent, au sens où voilà, c'est l'action directe non violente, et c'est ce qui est revendiqué par des groupes de sorcières californiennes. Il y a un peu cet angle-là. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que, pour donner 2 exemples comme ça de rituels, parce que ça peut paraître un peu abstrait, on se demande, du coup, à quoi ça correspond en fait les croisements spiritualité et politique, parce que pour nous, c'est pas concret en fait. En France, ça n'existe pas, on mélange pas ces choses-là. Et je pense à 2 choses. Par exemple, il y a eu le cas d'un commissariat où il y avait eu un crime raciste, un jeune homme noir tué par un policier devant un commissariat. Et il y a un groupe d'activistes qui sont venus entourer le commissariat et faire une manifestation autour de ce commissariat. Mais en parallèle de cette action, qui est somme toute assez classique sur le plan politique, il y a un groupe de femmes, et dans mon souvenir, je pense que ce sont un groupe de femmes racisées qui sont venues chanter et faire un rituel de nettoyage de ce commissariat. Et c'est assez intéressant de voir justement dans le côté non violent, c'est-à-dire que c'était pas faire un sort au policier. On aurait pu imaginer ça, faire un sort au policier qui a tué cet homme noir. Non, c'était nettoyer énergétiquement, en parallèle qu'il y avait une action politique de manifestation, nettoyer l'énergie du devant de ce commissariat. Bon, ça peut être un exemple pour nous assez rare comme ça de mélange, de croisement. Il y a cet exemple-là. Après, il y en a un autre, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me... Vous avez d'autres idées d'exemples un peu il y a la question de l'anonymat qui est visuellement plutôt offensive, à une époque où, justement, il faut absolument être catégorisé et fiché au-delà dans la rue, sur Internet, à différents stades de réalité. Tout le pouvoir fonctionne vraiment par l'identification très précise de chaque individu, et de justement refuser cette lutte identitaire visuelle. C'est encouragé par les réseaux sociaux aussi, l'individualité. Ouais. Justement, c'est une forme de refus des catégories qui ont été imposées par un pouvoir à la base patriarcal, militaire, autoritaire, et de dire qu'il y a une forme de solidarité et d'amitié qui peut exister au-delà de justement ce qu'on nous a imposé en termes de personnalité ou de personne. Et en termes d'action ou d'organisation, je pense par exemple à toi qui a organisé beaucoup, ou qui a aidé à la participation de beaucoup de festivals. Et tu peux me parler un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez réhabilité le mot sorcière, et donc Alors on a organisé le festival en l'occurrence, comme Nous Brûlons, était un festival plus axé sur la musique et pas du tout sur la sorcellerie, donc c'était vraiment juste le titre qui faisait un clin d'œil. Mais par contre on a organisé des ateliers de sorcellerie dans le cadre de la Queer Week, qui réunissait une quinzaine de personnes. C'était sur inscription comme ça, où on a d'abord expliqué nos identités sorcières, un peu l'histoire de la chasse aux sorcières, pourquoi on voulait se réapproprier ça, etc. Et ensuite, on avait eu un petit budget où on a pu réunir des plantes, des outils, des choses comme ça, des bougies, plein de choses. Et on a expliqué aux gens ce que c'était un rituel et comment le faire, comment superposer en fait son rituel à une pensée pour que ça ait un impact en fait. Et c'était plutôt dans une démarche féministe qui réunissait surtout des féministes, donc c'était sympa. On a eu des rituels assez marrants. Je cite un exemple parce que ça m'avait fait rire, mais une fille avait fait un rituel pour ne plus avoir de mycose et avait pris un céleri qu'elle avait entouré de farine, ou je sais plus, et d'un fil rouge. Et c'était assez drôle et en même temps vraiment sympa. Et à la fin, en fait, on a décidé de faire un rituel tous ensemble où on a écrit des souhaits sur des bouts de papier qu'on a mis dans un chaudron
Et chacun a lu le souhait d'un autre, et après on a tous communié pour que ça se réalise, mais c'était dans une démarche d'empouvoirment en tout cas. Je pense aussi à un autre festival, et ça montre bien comment les cultures sorcières sont assez présentes aussi maintenant dans les communautés queer, qui s'appelle Festival Beechcraft. Donc déjà, le nom du festival en dit beaucoup sur Beechcraft, All Cunt Are Beautiful, sous-titre. Et c'est un festival anarcha queer, do it yourself, transdisciplinary. Rien que ça. De quoi faire rêver. Et donc, oui, je pense que ça montre, en tout cas, que ces dernières années, j'ai l'impression, beaucoup depuis 2015, depuis la sortie de la collection Sorcière chez des éditions Cambourakis, où elle a réédité des textes de féministes dont on ignorait totalement les luttes, hein, des féministes, des écoféministes, des afroféministes. Voilà, on ne connaissait pas exactement ce qu'elles faisaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, je pense que ça a donné une légitimité aux questions et aux cultures sorcières. Et jusqu'à en faire maintenant des festivals orientés witchy, avec des artistes qui s'intéressent à ça, avec des musiques, avec des workshops. Et effectivement, je pense que le fait de pas seulement mettre du spirituel dans des actions politiques, mais aussi penser au fait de mettre du social et de l'écologie dans les rituels spirituels, ça c'est aussi important. Et je sais que du coup aux États-Unis, j'étais allée dans un grand rassemblement néo-païen qui s'appelle le Panthéakon, où il y a énormément, tous les jours, il y a genre des tonnes de workshops et de rituels, et tous les rituels avaient une intention. Je parle d'intention quand on charge un objet, quand on lui donne une intention sociale. C'est-à-dire qu'on se réunit là, par exemple, on pourrait, on est un certain nombre d'individus, on ne se connaît pas, et pourtant on pourrait décider de se connecter et de prier ensemble ou de chanter ensemble quelque chose qui... donc après, il faut que quelqu'un définisse un peu le motif. Je pense par exemple là, question de harcèlement sexuel en ce moment, ça pète un peu les plombs de toutes parts. Par exemple, ou j'avais participé à un rituel où c'était, on se connectait en fait aux violences faites aux femmes dans le monde. Et c'est tout bête, mais en fait, c'est assez rare de trouver des espaces où ensemble on se connecte sur ces thématiques-là. En général, c'est assez individuel et ou alors assez apolitisé. Oui, ça me semble assez symptomatique de justement cette espèce d'envie très présente et très transversale de littéralement tout le monde, de trouver des endroits de recueillement et d'association autres que les institutions très, très prescrites, et justement de trouver une manière presque magique de se lier dans des valeurs communes qui ne sont pas médiées par le droit ou la science moderne. Donc, tout simplement, de trouver une stratégie de se rassembler au-delà de tout ça. Mais moi j'ai une question, une grande partie du féminisme est en général anticlérical. Est-ce que c'est pas du coup contradictoire d'avoir quelque chose qui ressemble quand même fortement à une religion, une foi, avec des rituels, des prières Est-ce qu'on n'est pas... Moi je suis anticléricale et sorcière, donc je vois pas en quoi c'est incompatible. Après, effectivement, on peut avoir des paradoxes en soi et les accepter. On peut se dire que moi je n'adhère pas à la forme que prend les grands monothéismes. Je n'adhère pas à ce pouvoir sûr qui viendrait protéger éventuellement les disciples. Mais par contre, je pense qu'on peut développer son propre lien au monde invisible et se sacrer un peu hors religion. Je crois très fortement en ça, et ça passe par des choses très simples et par se connecter. Alors la nature c'est un grand mot, hein, on est toujours en train de parler de la nature, on ne sait pas trop ce que ça veut dire au final, la nature, la culture, on peut dire le cosmos peut-être plus largement, mais non, moi je pense que c'est pas incompatible d'être anticlérical, et justement ça a été une source de résistance en France parce qu'on est dans des raisonnements où le cartésianisme, le rationalisme nous pousse à être dans des cloisonnements comme ça. On se dit si on est anticlérical ou si on est matérialiste, on peut pas être sorcière parce que c'est une logique de pensée. Mais non, en fait, je pense que la sorcière, elle voit entre les lignes, elle lit entre les lignes, elle lit entre les mondes, et elle est capable de tisser des liens entre des choses qui apparaissent séparées. C'est ça que je trouve fort, en fait. C'est ces ponts, ces associations entre des choses qui sont pas poreux. Et encore une fois, ça questionne beaucoup la France et notre culture. Parce que c'est pas du tout interprété pareil. Et cette question, par exemple, elle n'existerait pas forcément dans le monde anglo-saxon. Elle existe parce qu'on est dans un pays judéo-chrétien. Ouais.
Et aussi, je repense juste à un petit truc que je voulais caser, mais par rapport au corps, c'est vrai que nous, on parle beaucoup. Là, je parle beaucoup d'ailleurs, après, je vous passe la parole. On parle beaucoup en France. On est très critique, on parle, on est cérébral, on n'arrête pas, on blablate et tout. En fait, la sorcière, c'est le corps. C'est le corps, c'est la danse, c'est ok, c'est l'empowerment, c'est l'empuissancement, mais c'est l'embodiment, ça se passe dans le corps, ça se passe de mots à la limite. Et nous, c'est vrai qu'en France, on a du mal à lâcher le discours. Et il faudrait que ça soit cohérent, il faudrait que ça soit de l'ordre du discours, mais en fait c'est du ressenti, c'est de la connexion. Bien sûr, il y a aussi des positions politiques fortes à tenir, et elles sont importantes. Mais pour moi, la sorcière, c'est ramener au corps. Oui, moi, être sorcière, je vois un peu ça comme une échappatoire, en fait, à la fois au dogme religieux, moi aussi je suis anticléricale, mais aussi à la pensée rationaliste et athéiste qui est très masculiniste finalement. Et j'ai jamais eu l'impression que ça m'appartenait, que c'était moi qui l'avais décidé. Et ma façon de croire finalement et de m'ouvrir à ça. Et au départ, je voyais vraiment plus ça comme des outils d'empouvoirment, et j'ai fini par me prendre au jeu et à y croire et à vraiment m'épanouir là-dedans. Et ça, je vois vraiment ça comme comme une échappatoire en fait, voilà. Le côté anticlérical, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement d'aller puiser dans des histoires autres que celles du clergé qu'on nous apprend, parce que c'est la plus puissante et celle qui a gagné la guerre finalement. Mais toute une série de groupes hérétiques qui ont été massacrés comme des sorcières, notamment les Vaudois, les Cathares, qui avaient des modes de production pas du tout capitalistes, beaucoup plus communautaires, qui vivaient dans des formes de partage, ou qui avaient une sexualité beaucoup moins patriarcale et qui même concevait l'homosexualité comme quelque chose de divin. Et c'est aussi tout ce rapport à la reproduction, à la production qui doit être recherché, et c'est un travail intellectuel justement extrêmement riche qui peut encore être fait et qui est ouvert justement grâce à cette redécouverte de la figure de la sorcière, qui se fait précisément à plein de moments de crise comme en 68 ou maintenant, où justement il y a quelque chose qui semble être cassé dans la réalité, il y a un cynisme très ambiant qui porte à retrouver quelque chose d'autre. Justement, parlant de crise, et j'aimerais bien rebondir sur le crash boursier, sur l'occupation des sorcières de Wall Street et sur la pensée anticapitaliste. Pourquoi est-ce que les sorcières sont en général anticapitalistes ? Pourquoi est-ce que... c'est toute une histoire, franchement, ça date de milliers d'années. Après, la sorcellerie, ça a toujours été quelque chose aux classes populaires. Et c'est vraiment intéressant parce que justement la magie, on disait tout à l'heure que c'était quelque chose qui faisait rêver, c'est aussi le pouvoir de créer quelque chose sans travailler. Et tous les philosophes de la rationalité, les économistes, Francis Bacon ou Thomas Hobbes, disaient qu'il fallait vraiment se méfier de la magie, parce que justement il y avait quelque chose d'improductif qui faisait croire aux classes populaires qu'elles avaient le choix de s'engager dans la production ou dans une usine ou peu importe. Et c'est aussi ce pouvoir d'autonomie des personnes plus pauvres et justement... Ouais, moi du coup je fais le côté plus écoféminisme, mais c'est vrai que par rapport au capitalisme aussi, c'est peut-être la force de ce qu'a apporté l'écoféminisme et ce qu'on est en train de comprendre. C'est un peu ce double système d'oppression entre un patriarcat qui écrase et opprime les femmes depuis toujours, et un système capitaliste qui dégrade la Terre et la planète. Et du coup, le croisement entre ces deux luttes, c'est ça aussi le lien avec la sorcière. Et je pense que c'est parce qu'on est dans une révolution liée à l'écologie que ça reprend aussi cette force-là. C'est parce qu'on est en train de se rendre compte que ce sont des luttes parallèles et que le patriarcat, et que se croisent, et que le patriarcat et le capitalisme, on la main mise, on va dire, sur les minorités et sur la terre. Et l'industrialisation de la nourriture, et qui traite toutes les autres vies, et les femmes et les animaux comme des ressources, et non pas des vies parallèles. Ouais, tout à fait. Et dans les traditions... Je pense qu'on peut aussi rappeler que la chasse aux sorcières, ça s'est fait dans un contexte, beaucoup d'historiens s'accordent là-dessus, de révolte paysanne. Et en fait, ça a posé les bases du patriarcat, les bases du capitalisme, pardon. Et c'était, oui, c'est vrai. C'était un moment en fait où on sortait de la féodalité, où à cette époque où au départ les paysans étaient responsables d'un lopin de terre donné par le seigneur de leur ville. Et à ce moment-là, en fait, ils commencent à être rémunérés. Donc les hommes de chaque foyer paysan commencent à être rémunérés
pour cultiver cette terre, et les femmes se retrouvent dans le domaine du foyer en fait, et de la domestication, et se retrouvent dépendantes en fait, des hommes, alors que jusque-là, c'était plus partagé en fait, les rôles. Et on commence à faire une chasse aux sorcières parce que on veut en fait les cloîtrer dans leur foyer. C'était une période aussi de déclin démographique où on veut vraiment que le rôle des femmes ce soit vraiment de faire des enfants, etc. Et qu'elles arrêtent d'assumer des rôles comme le rôle de guérisseuse ou de faire des réunions entre elles, etc. Enfin, c'est... Peut-être que regagner la terre, c'est quelque chose aussi qui rejoint quand on voit que même quand on voit dans les loisirs de petits garçons, ça va être escalader, faire de la pêche, faire de la chasse. Il y a une domination du monde extérieur, ouais. Et les femmes sont confinées à la sphère domestique. Du coup, peut-être que repartir à la terre, il y a quelque chose un renversement des rôles genrés. Je sais pas. Audacieux. Attention. Ça n'existe pas. En fait, ce qui est toujours intéressant, et c'est là où je dirais qu'en France, on a un petit point d'Achille par rapport à la question de la nature, de la terre et tout ça, c'est en fait que c'est pour ça qu'on a résisté très longtemps, je pense, aux sorcières, parce que c'était associé pour beaucoup de féministes au féminisme essentialiste. Donc, c'est-à-dire au fait de ramener les femmes à leur nature justement de femmes, et parce que l'intuition serait naturellement du côté des femmes, l'intuition, les valeurs. Et en fait, ce que je trouve, enfin, le truc qui pour moi fait sortir de ça par rapport aux sorcières, c'est qu'en fait, c'est pas la question de savoir si, parce que non, les femmes ne sont pas par nature plus caring, plus prendre soin, plus introverties et plus du côté de la nature, mais elles ont porté ces valeurs dans la société pendant toute l'histoire. Donc à partir du moment où ces valeurs-là sont dévalorisées, enfin où les femmes sont dévalorisées, donc ces valeurs-là aussi sont dévalorisées, bah, du coup dans la société on se met à valoriser les valeurs de conquête, les valeurs d'agressivité, les valeurs dites masculines. Et je pense que c'est là où on se rend compte qu'en fait c'est pas essentialisant, parce que c'est juste qu'elles ont porté ces valeurs-là et que ces valeurs du coup sont dévalorisées. Mais c'est pas que les femmes sont par nature, et l'intuition n'a pas de genre, n'a pas de sexe, elle n'appartient pas aux personnes détentrices d'un vagin. Donc heureusement que tout le monde peut se réapproprier son intuition, mais c'est vrai que je pense que ça a bloqué énormément entre les années 70 et du coup il a fallu attendre le mouvement queer, je pense, pour que ça puisse se décoincer en fait. Super important de rajouter que c'est pas que les femmes qui ont été victimes des chasses aux sorcières, c'est tous les subalternes, enfin, les sexualités déviantes, marginales, et le terme fagot qui vient des fagots de bois qui servaient à brûler justement tous ces marginaux, et c'est vraiment une case un peu fourre-tout comme on pourrait mettre terroriste maintenant. C'est quelque chose qui servait à accuser d'une manière presque d'une efficacité terrassante justement toutes les personnes qui remettaient en cause la normalité et la rationalité qui s'est mise en place pendant 200 ans simplement. Et ce qui est très intéressant, et Foucault le montre dans l'histoire de la sexualité, c'est qu'il y a en parallèle, il y a eu la création il y a eu la création de l'inverti, de l'homosexuel, et c'était exactement c'est la période victorienne, et c'était exactement à la même époque qu'il y a eu la création des parcs, et donc on domestiquait à la fois la nature et on domestiquait l'intimité. Et pour revenir à la question queer, pourquoi est-ce que c'est queer d'être sorcière? Pourquoi est-ce que c'est queer d'être sorcière? Je veux juste dire que Foucault, il s'est pas trop intéressé à la sorcière déjà. Non. Donc mais Foucault, merci. Tu nous sers pour certaines choses, mais pas pour tout. PD. Pas pour tout. Mais c'est ça aussi peut-être, qui a permis le mouvement queer. En fait, le fait de commencer à s'autoriser certaines hybridités, certains croisements. Le fait d'être impur quelque part, d'avoir une impureté intellectuelle, c'est-à-dire de se permettre des bâtardises. Moi, je pense que ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pris du queer, cette bâtardise, dans le bon sens du terme. Hein, c'est ce qui m'a permis de me dire qu'en fait, on pouvait justement faire des ponts et regarder non pas les extrêmes, hein, le strictement homme, strictement femme, mais toutes les nuances qu'il y aurait entre le jour et la nuit, toutes les nuances qu'il y aurait entre le féminin et le masculin. Et c'est pareil dans la spiritualité, puisqu'on regarde des entre-deux, on regarde ce qui est dans la nuance. Donc pour moi, en fait, j'y ai vu des ponts assez directs en fait, dans la multiplicité des genres que questionne
les mouvements queer, il y a cette idée pour moi d'infini nuance, et qu'il y a aussi dans des formes ésotériques, enfin, qu'il y a vraiment dans des principes, dans des principes ésotériques de base. Donc pour moi, le lien, je l'ai fait comme ça. Après, effectivement, le fait que être queer, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi observer un système hétéro-blanc, patriarcal, et le questionner, le remettre en question par ses pratiques, par ses sexualités, par ses discours. De ce fait, on reste quand même dans une position d'être en marge, d'être dans une forme de d'être subversif, donc sorcière, parce que sorcière, c'est ça, enfin... C'est aussi rester subversif. C'est pour ça que le danger de un peu la mode sorcière actuelle. Ouais, on va en parler. Ouais. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter sur le lien entre culture queer et pensée queer et sorcellerie? Peut-être que quand c'est vraiment assez flagrant quand on parle de cosmos et d'éléments qui se relient, de choses qui se complètent et qui sont intrinsèquement liées, interdépendantes, ça fait beaucoup penser à toute la philosophie post-structurale où justement tout est une question d'agencement et d'hybridité et de contingence, et que finalement c'est ces deux discours qui veulent remettre en question donc toujours la modernité et la rationalité, mais qui s'expriment peut-être d'une manière plus épidermique et plus sentimentale, la manière des sorcières, mais qui finalement trouve écho dans plein de philosophies qui se veulent subversives et radicales. Pour moi, en fait, je trouve que ça donne de nouvelles possibilités à nos luttes queer, plus que ça se colle. C'est plus des parallèles qu'on peut faire, en fait, où on va assumer le statut d'anormal, par exemple, où on va se réunir en coven, et ça permet aussi de se réunir entre nous, mais de façon différente et de façon plus intime, plus personnelle, d'explorer des nouvelles choses. Et je vois plus comme un outil que comme être queer, c'est être sorcière. Enfin, c'est quelque chose qui colle bien, en fait. Enfin, c'est peut-être aussi l'idée, comme tu dis, de réinventer aussi des nouvelles fictions collectives. Je pense que ça, c'est assez important, les grands mythes, en fait, qui nous traversent dans l'histoire. Et je pense qu'on manque aujourd'hui de nouvelles fictions. Et que les sorcières et les sorcières queer, on rêve quelque part de réaliser des visions comme ça qu'on aurait, des visions anticipatoires, d'essayer de penser le monde de demain. Moi, je sais que ça m'inspire plus aussi, artistiquement, ça aide à poétiquement. se projeter et à se réapproprier un pouvoir qu'on nous a enlevé finalement. Et le fait de faire peur, d'intriguer aussi, de trouver des mots communs pour se communiquer entre personnes qui ont des valeurs communes finalement, qui ont beaucoup d'idées, qui sont difficiles à dire. On manque de mots pour exprimer une réalité qu'on aimerait créer, et finalement ça a créé une fiction qui peut se comprendre par beaucoup de gens. J'apprends qu'il n'y a que quelques minutes qui nous restent, mais moi j'ai une question. Dans la pensée féministe, il y a beaucoup. Bon, c'est une pensée intersectionnelle, et il y a la question décoloniale et désoccidentale que j'ai. Est-ce que c'est quelque chose qui se pose dans la sorcellerie, dans la réécriture? Je pense que par exemple au tarot que tu as réécrit, comment est-ce qu'on sort d'une logique centrée autour de l'Occident, et comment est-ce qu'on sort dans une logique qui est fondamentalement bourgeoise, parce que toutes les sciences le sont? On n'échappe pas forcément à tout ça. C'est-à-dire que, moi en tout cas, j'échappe pas forcément à tout ça, et la preuve en est, j'ai effectivement fait un web art divinatoire documentaire interactif avec 4 oracles blancs, par exemple. Donc j'échappe pas à ça, et c'est des choses qui me questionnent. De toute façon, mais de la même manière que j'irai pas non plus forcément utiliser des pratiques spirituelles indiennes ou japonaises ou chinoises qui me parlent, dans l'idée d'une réappropriation aussi culturelle. Donc c'est assez délicat tout ça. Moi, je serais plus dans ce que je disais par rapport à Standing Rock tout à l'heure, là, je serais plus dans l'idée qu'en fait d'essayer de faire croiser les luttes et d'être des alliés, en fait. Parce que, par exemple, je pense qu'il y a plein de luttes afroféministes, par exemple, qui me paraissent hyper importantes, ou du féminisme arabe qui me paraît très importante. Et j'ai envie de pouvoir dialoguer avec ces femmes pour voir comment être alliés à leur pratique, et pas dans un paternalisme, ou pas dans un maternalisme, ou pas mais ça se questionne dans les arts divinatoires, et par exemple le plus connu c'est le tarot de Marseille. C'est un tarot blanc, rien que les peintures comme support d'identification c'est blanc, donc oui, c'est très questionnant, et je pense que ça sera de plus en plus intéressant de voir des sorcières noires.
Après, dans Caliban et la sorcière, justement, elle fait vraiment très attention de démontrer que dans chaque région où il y a une appropriation des terres, une transition économique et politique, la sorcellerie et les croyances irrationnelles sont toujours réprimées. Autant elle travaille au Nigeria en 2014, et encore il y avait une chasse aux sorcières à ce moment-là, comme en Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose, en termes de pratique c'est très différent, mais en termes d'oppression, il y a une continuité historique extrêmement forte. Et la chasse aux sorcières en Occident, ça a été le laboratoire des répressions qui continuent d'exister et qui sont encore présentes. Donc... La chasse aux sorcières, actuellement en Afrique, elle existe, alors que pour nous, c'est fait partie de notre mémoire historique. Donc, il faut créer une solidarité justement par rapport à cette logique qui continue d'exister. Et est-ce qu'il y a une réécriture de la langue à faire? Je pense par exemple dans les luttes anti-validisme, on va dire arrêter de toutes les insultes finalement des handicaps, des handicaps, on va dire gogol et des mots affreux comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut éradiquer de la langue? Le mot harpie, le mot vieille folle? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qu'on peut juste... Il faut les profaner comme queer, comme n'importe quoi. Il faut les réapproprier surtout. Ouais, il faut les inverser, il faut les renvoyer. Parce que justement, sorcière, c'est ça. Là, c'est quand même une insulte, c'est quand même une très très grosse charge, et pourtant on en fait bien une fierté. Voilà, comme Black is beautiful, queer, voilà, tous ces termes-là. Après, il y en a peut-être qui s'y prêtent plus que d'autres. Gogol, je suis pas sûre qu'on réussisse à en faire quoi que ce soit, mais bon, on peut essayer. Et est-ce que tu veux faire ta performance? Il me demande que c'est bientôt fini. Non. Ok. On continue à parler. Bon, on peut continuer à parler alors. On va plutôt parler alors. 2 minutes, c'est bon. Et alors, récemment, vu qu'on est quand même en pleine phase MeToo, Woody Allen s'est plaint de la chasse aux sorcières qu'on faisait des agresseurs sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne réappropriation. Bonne réappropriation. Tout compris. La blague. Et de façon plus générale, ça pose la question de la récupération de cultes et de pratiques sorcières, entre guillemets. Par exemple, l'invitation d'un grand défilé de mode, je ne suis pas censée citer le nom, était un kit de tarot. Et un magazine de mode américain dont je ne suis pas censée citer le nom non plus a organisé comme une Fashion Week, mais une Witchy Week. Et c'est une semaine des meilleurs looks sorciers. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que de toute façon, la figure de la sorcière est présente depuis très longtemps dans la pop culture ou ailleurs, et que je pense que ça n'a rien à voir avec nos luttes, et que c'est pas quelque chose qui me dérange. Enfin, Ceci dit, moi j'étais très marquée par Buffy contre les vampires quand j'étais ado. Moi aussi. Donc ça n'a rien à voir, mais la pop culture a tellement à voir avec ce qu'on est que ça nous influence. Bon. Mais en même temps, tu as raison. C'est une figure qui traverse finalement toutes les luttes, et c'est comme c'est de la fiction et de l'imaginaire, c'est pas vraiment un domaine qui peut être arraché à sa substance historique. Je pense que justement ça touche à tellement de cultures et tellement de sensibilité que même si bon c'est une esthétisation très très ponctuelle pour l'instant, enfin ça va durer encore je sais pas combien de temps, mais bon le fond du propos peut pas vraiment disparaître comme ça, comme c'est quelque chose de tellement... Non, il faudrait juste pas faudrait juste pas galvaniser, oui, et pas retirer en fait la puissance et la force en fait de ces cultures-là et de ces prises de position en fait, parce que ça doit pas devenir quelque chose de branché en fait, c'est pas... Et comme c'est du domaine de l'imaginaire, j'imagine que justement il y a toujours moyen de recréer une nouvelle forme d'existence à la sorcière. Elle est mutable, elle se transforme en fonction des époques. Est-ce qu'il y a des questions? On a bientôt fini. Des questions? Oh, tu t'es fort. Vas-y, Léonie Pernet a une question. Bonsoir. J'ai pas exactement compris quelle était la part de... Enfin, t'as justement mis sur la table l'idée de la fiction, mais quelle était la part de fiction et de narration, et celle quand même de spiritualité dans les rituels. Moi, c'est vrai que de loin, là, j'écoute ce que vous dites, mais avant cette formidable table ronde, j'avais un peu, quand j'entendais parler de sorcière, un petit sourire en coin, un petit sourire aux lèvres, qui n'était pas l'ordre du mépris, quoique. Mais sur les rituels et les actions concrètes, en dehors du versant politique et symbolique et poétique de cette magie, quelle est la part de fiction et de foi dans les rituels dont tu parlais tout à l'heure, collectifs, etc., etc. La part de réalité de la chose. Tu veux dire à quel point on croit à nos rituels, c'est ça que tu Ouais, veux dire? c'est ça, ouais. Peu importe. Oui, ouais.
C'est vrai que moi j'ai tendance à dire souvent ça, et ça c'est encore assez, enfin j'ai remarqué assez français l'idée de croire en fait aux choses pour les faire. J'ai l'impression qu'en fait ici on a beaucoup besoin de se dire est-ce qu'on croit ou pas aux choses pour s'y intéresser ou pour les faire, etc. C'est vrai que moi je suis pas dans l'idée de, enfin c'est pas dans l'idée de la croyance. Ça veut pas dire qu'on n'y met pas du cœur, de l'intention et de la sincérité. Mais je suis pas superstitieuse par exemple. Je suis pas de l'ordre du côté de la superstition, de la croyance. Je suis du côté de la connexion à d'autres mondes moins palpables que celui qui... Oui, ce qui est une forme de foi et un ésotérisme. Comme Internet, finalement, on se connecte à un monde irréel et finalement, ça fonctionne très bien. Enfin, c'est de l'ordre de la croyance aussi. Enfin, il y a des stratégies de connexion. Et sans oublier le fait que sous la loi américaine, on jure encore sur la Bible. Et que ce soit un truc. Et c'est pas une foi comme une autre. Une manifestation, c'est une forme de croyance aussi en un pouvoir populaire. Enfin, tout finalement une forme de rassemblement qui génère une réalité au final. Ah oui, et justement, pour répondre à ce que tu dis, il y a un rituel qui a eu lieu en 2002 auquel, du coup, donc cette grande figure écoféministe Starhawk a participé. En fait, c'était à New York, dans une grande gare. Il y a eu donc une grande spiral dance, donc une danse spiralée traditionnelle, un peu Wicca, sorcière. Et les flics ont complètement entouré la danse. Et il y a un flic qui est arrivé qui a dit « Cessez immédiatement cette performance ». Et Starhawk leur a dit ce n'est pas une performance, c'est un rite religieux. Et apparemment aux États-Unis, quand on ne peut pas interdire les rites religieux, donc c'était un peu le mot-clé. Donc du coup, c'est un type d'action qui est intéressante à mener aussi, parce que du coup, c'est une action qui n'est pas sous le coup de la loi quelque part, pas contenable par la police. Alors que ça aurait été une manifestation ou une performance artistique, ils auraient pu faire quelque chose. Donc c'est marrant aussi de voir la pertinence que peuvent avoir des actes, des rites religieux sorcières au service de convictions politiques. Donc aussi dans ce sens-là, parce que ça échappe à la police. Merci beaucoup.